les résultats de l'étude, et notamment l'impact de l'agriculture urbaine sur les fournisseurs en termes d'emploi et de revenus, qui a été notre sujet principal de notre recherche. Et puis, bien entendu, l'impact de la Covid, les défis qui ont été rencontrés et qui sont toujours rencontrés par les fournisseurs, et puis des perspectives de développement à venir. Donc, on va être ensemble pendant 1 heure. Il devrait y avoir à peu près 40-45 minutes de présentation, puis le reste sera dédié à vos questions. Alors, l'agriculture urbaine, vous le connaissez. Pour cette étude, en fait, on s'est vraiment intéressé à 3 segments. Le segment domestique, communautaire et commercial. Ce sont 3 segments qui ont connu un essor important là, depuis les années 2000, qui est considéré, en tout cas l'agriculture urbaine est considérée comme part entière de notre écosystème québécois, notre système économique, et notamment on a un plan d'agriculture urbaine au niveau provincial qui souligne une importance importante de cette activité agricole et d'élevage en milieu urbain, ainsi que de nombreux avantages donc économiques, sociétaux, environnementaux que ces activités font naître. Donc, je vais parler un petit peu de chacun de ces segments. Le segment communautaire, je mets quelques photos ici, c'est un segment que vous connaissez bien, qui est installé, ancré dans le paysage urbain québécois depuis les années 1970 avec les jardins communautaires, depuis les années 90 avec le développement des jardins collectifs. Et puis c'est un segment qui n'a cessé de croître en faisant en sorte que la demande est nettement supérieure à l'offre depuis toutes ces années. On sait qu'on a des listes d'attente assez longues pour intégrer des jardins communautaires et collectifs. Pour donner quelques exemples, à Montréal, les initiatives d'agriculture urbaine sociale et collective ont triplé entre 2010 et 2020. La superficie à Montréal, par exemple, je donne juste un exemple, mais ce sont des tendances qui ont tendance à être dans tout le Québec. La superficie des espaces dédiés à l'agriculture urbaine communautaire à Montréal, c'est 36 hectares. Et puis, il y a de nombreuses municipalités qui développent des plans d'agriculture urbaine qui mettent en valeur l'aspect communautaire. On sait qu'il y a Montréal, Québec, Longueuil, Trois-Rivières, Victoriaville, Saint-Bruno-de-Montarville, la MRC de Rimouski-Négette et probablement d'autres que vous connaissez peut-être. Pour le segment domestique, on a plusieurs études qui se recoupent, qui ont été faites un peu de manière différente, donc on a des données un petit peu différentes. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une forte croissance, et en tout cas, une forte croissance, ce que je voudrais dire, c'est plutôt une forte proportion de Québécois et Québécoises qui pratiquent le jardinage chez eux ou dans un espace collectif. C'est 43% en 2020 d'après une étude de OLAB qui recoupe des études similaires depuis les années 2011 qui sont à peu près autour de 43%. Et puis, on a un sondage qui a été fait par la table filière de l'horticulture ornementale, donc avec Québec vert, qui date de 2021, donc pour la deuxième année de pandémie, qui parlait de 55% des ménages qui cultivaient des plants potagers durant cette deuxième année. Alors, les études ne sont pas totalement comparables, mais on voit quand même que c'est à peu près la moitié des Québécois qui pratiquent cela. Puis à Montréal, ça représente 108 hectares de surface. L'agriculture urbaine commerciale est aussi en plein essor. Depuis les années 2000, il y a une croissance de 30% par an en moyenne, qui a été une étude qui a été publiée en 2020 avant le début de la Covid. Ce qu'on a vu, c'est qu'en 2020, la croissance a légèrement diminué. On est toujours en croissance, mais moins rapide. Et donc, il y avait 82 entreprises en 2020. Et puis, en exclusivité, je vous donne les chiffres pour 2021. C'est un portrait qui va sortir bientôt, le mois prochain, là, sur le portrait de l'agriculture urbaine commerciale au Québec. Il y a maintenant 100 entreprises
Donc, depuis l'année 2020, c'est une augmentation de 22%. Et puis, je vous donne quelques exemples en photo ici. Alors, on sait que le secteur de l'agriculture urbaine est en croissance et l'objet de notre étude que je présente aujourd'hui, c'était de comprendre les retombées économiques actuelles, donc selon les participants de l'étude, et puis futures, c'est-à-dire les potentiels de croissance dans les 5 prochaines années. On s'est concentré sur les fournisseurs du Québec et on s'est concentré notamment sur 6 catégories de fournisseurs. Donc, les producteurs de plantes, légumes et d'arbustes fruitiers, les semenciers, jardinerie et détaillants, fournisseurs d'intrants, les fournisseurs d'équipements et de matériel agricole, et puis des fournisseurs de services horticoles et agronomiques. Alors, pour mettre en évidence cet impact économique, on a utilisé une méthode à la fois qualitative et quantitative. Il faut savoir que c'est la première étude sur le sujet, donc on a assez peu de données pour faire notre étude. Et donc, dans ce cas, c'est toujours très utile d'avoir une approche qualitative pour comprendre un peu le ressenti, les expériences des différents types de fournisseurs. Donc, on a fait 20 entretiens individuels semi-directifs, et puis qui a été complété par la suite par une étude, un sondage qui est allé collecter des données économiques qui était nécessaire là, pour comprendre les retombées. Donc, cette étude quantitative a été envoyée à la totalité du répertoire de Québec vert, en tout cas pour les segments considérés. Ça représentait 1413 fournisseurs et on a eu 140 réponses. Je vais vous montrer un petit peu l'échantillon de notre étude. Donc, on avait 61 producteurs végétaux comestibles, 31 de fournisseurs de services, etc. Je vous laisse lire le tout, mais il y avait 140 entreprises au total. Donc, ça représente à peu près 10% de l'échantillon total, ce qui est d'après nous, le minimum pour réaliser une étude économique. C'est sûr qu'une meilleure participation aurait permis une meilleure représentativité. Là, on a une marge d'erreur de plus ou moins 8% avec un niveau de confiance de 95%. Donc, c'est considéré statistiquement correct. Et on espère que les années à venir, on pourra avoir plus de participation pour avoir des meilleures données. Le recrutement a été difficile pour beaucoup de raisons, notamment la saisonnalité, la perturbation de la Covid, certaines réticences à participer et à partager des données économiques, qui est toujours une réalité de ce type d'études. Je voudrais aussi souligner le fait que la participation était volontaire et donc les personnes qui ont participé sont probablement intéressés par le secteur de l'agriculture urbaine, peut-être qu'ils représentent plus les fournisseurs de l'agriculture urbaine au Québec et donc probablement des personnes qui recherchent des informations également. Ce qu'on peut voir aussi ici dans cet échantillon, c'est qu'il y a des segments qui sont sous-représentés, d'autres qui sont surreprésentés par rapport à notre échantillon total. Donc, ce qu'on a fait, c'est des calculs de redressement pour pouvoir faire des totaux qui représentent un petit peu la totalité des fournisseurs concernés. Alors, les tendances générales, j'imagine qu'elles ne vont pas nécessairement surprendre beaucoup d'entre vous qui êtes des connaisseurs, mais l'agriculture urbaine a une place importante dans le portefeuille des fournisseurs. Ça, c'est clair et unanime. C'est un secteur qui a stimulé les ventes des fournisseurs et on anticipe vraiment un intérêt grandissant pour les produits et les services à long terme. Donc, il y a vraiment un intérêt pour ce secteur. Cette tendance s'est renforcée pendant la pandémie de Covid-19. Alors, c'est vrai que nos tendances ou les différentes statistiques montrent que les gens ont pas particulièrement jardiné plus, mais il y a des études qui parlent de personnes qui ont jardiné plus. Donc, ça s'est ressenti en tout cas chez les fournisseurs au cours des entretiens.
Et puis, ce que les fournisseurs ont constaté également, c'est que les clients sont de plus en plus informés et deviennent de plus en plus exigeants. Et donc ça, c'est stimulant pour le développement du secteur. Je vous montre ici les revenus qui proviennent de l'agriculture urbaine. Donc, on a demandé aux participants de l'étude, les 140 participants, de nous donner leur revenu total et pour l'année 2020 et de nous dire quelle était la part de ce revenu, d'après eux, qui était représentée par l'agriculture urbaine. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que l'agriculture urbaine, pour ces 140 entreprises, représente 37 millions en revenus, et donc c'est 35% du chiffre d'affaires général, total. Et puis, on voit ici quelques différences entre les différentes catégories de fournisseurs. On voit par exemple que les semenciers sont ceux qui ont la part de revenus le plus important pour l'agriculture urbaine et un peu moins pour les fournisseurs, par exemple, de services horticoles. La répartition de ce chiffre d'affaires, de ce revenu de 37 millions, il est réparti entre les différentes catégories comme indiqué dans ce tableau. Donc, c'est 25%, un peu plus de 25% qui est représenté par exemple, les fournisseurs de matériaux, d'équipements et d'intrants agricoles, 52% par les producteurs de végétaux comestibles. Et puis la part la plus petite, ce sont les semenciers. Puis on vous a mis ici le revenu moyen par fournisseur, qui est autour en moyenne de 264 000 $ par an. Donc dans notre étude, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait il y a un certain nombre de gros fournisseurs qui n'ont pas participé à l'étude, alors ça peut peut-être influencer un petit peu ces résultats-là, mais en tout cas dans notre échantillon, c'était ça qui était représenté. Si on regarde les différents segments, donc on a demandé en fait aux participants sur leur chiffre d'affaires concernant l'agriculture européenne, d'après eux, est-ce que leur clientèle était plutôt la clientèle du segment domestique, communautaire ou commercial? Des personnes n'étaient pas capables d'identifier en fait leur clientèle, donc on avait une catégorie non identifiée. Et ce qu'on constate ici, c'est que le segment principal, c'est le segment domestique. J'imagine que ce n'est pas une surprise, suivi du segment commercial et du segment communautaire. En ce qui concerne le taux de croissance, alors ce qu'on a demandé aux participants ici, c'était de nous dire dans les 5 dernières années quelle était la croissance moyenne annuelle de leur activité. Et ce qu'on voit dans ce tableau, c'est que les deux colonnes de gauche représentent les fournisseurs qui ont vu une croissance. Au milieu, ce sont les fournisseurs qui n'ont vu aucune croissance, qui sont restés constants. Et puis, à droite, les fournisseurs qui ont vu une décroissance. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que vraiment la tendance est plutôt à la hausse. La plupart des producteurs, 113, des fournisseurs, j'ai tellement l'habitude de dire producteurs, je m'excuse. La plupart des fournisseurs ont vu une augmentation de leurs revenus, alors que seulement 7 ont vu une diminution. Et donc, au final, si on additionne, on fait la moyenne de tous ces taux de croissance, on arrive à 19% au total pour l'ensemble des catégories. Donc, une augmentation annuelle de 19%, qui est quand même assez conséquente. En termes de rentabilité déclarée, alors ici, on a demandé si les entreprises se déclaraient rentables ou non. Donc 56% qui génèrent un profit, 33% qui ont atteint le seuil de rentabilité et 11% qui n'ont pas encore atteint le seuil de rentabilité. Alors, si on regarde par catégorie, ces entreprises qui n'ont pas atteint le seuil de rentabilité se situent chez les semenciers, chez certains fournisseurs de matériaux d'équipement et d'intrants et chez des producteurs de végétaux, alors que dans le secteur des jardineries et les fournisseurs de services horticoles, il y a soit une génération de profit, soit une atteinte du seuil de rentabilité.
Alors maintenant, je vais vous parler de l'emploi. Alors sur les 140 participants, en 2020, on avait un emploi qui était estimé à 1316 équivalents temps plein. En fait, la façon dont on a calculé l'emploi était une approximation parce que la plupart des répondants n'étaient pas capables de dire s'il y avait une personne dédiée à l'agriculture urbaine parmi toutes les personnes employées. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé le nombre d'employés total et on a utilisé la proportion en chiffre d'affaires de l'agriculture urbaine qu'on a extrapolé à l'emploi. Donc, ça donne ça. Et il y avait une entreprise qui a répondu à cette enquête qui avait 768 employés. Et donc, puisque c'était vraiment extrême par rapport aux autres données, on a exclu pour l'analyse. Donc, le tableau que vous voyez là est sur 139 participants. Ce qu'on voit ici, c'est que les entreprises qui ont moins de 10 employés sont au nombre de 10 employés dédiés à l'agriculture urbaine, sont au nombre de 92 et représentent un emploi de 149 emplois. Les entreprises qui ont plus de 10 employés sont au nombre de 47 et représentent un emploi de 400, à peu près 400 emplois. Donc voilà, et donc la moyenne par fournisseur, pour les moins de 10, c'est de 2 employés par entreprise, et pour ceux qui ont plus de 10 employés, c'est à peu près 9 employés par entreprise. On a aussi demandé la création d'emplois, donc les nouveaux emplois générés par l'agriculture urbaine. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a 66 entreprises, c'est la dernière colonne, qui ont augmenté leur emploi grâce à l'agriculture urbaine. Donc il y a 96 emplois qui ont été créés. Il y a 15 entreprises qui ont diminué leur emploi, et c'est moins 21 d'emplois au total. Et puis 59 qui n'ont pas constaté d'évolution. Et finalement, donc, c'est 75 emplois qui ont été créés au cours des 5 dernières années. Alors, l'impact de la Covid sur le revenu. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une grande disparité de l'impact de la Covid et les différents secteurs et différentes catégories de fournisseurs ont été impactés différemment. On voit ici, par exemple, que les jardineries sont, avec les producteurs de végétaux et les fournisseurs de matériaux et d'intrants agricoles, sont ceux qui ont été le plus positivement impactés. Plus de la moitié disent avoir été impactés très positivement ou un peu positivement. Les fournisseurs de services semblent être ceux qui ont été le plus en proportion, le plus négativement impactés. Donc, il y a plus d'entreprises qui déclarent avoir eu un impact négatif dû à la Covid. Il faut savoir que ces données-là ont été connectées en 2021 et touchaient l'année 2020. Donc, ce serait intéressant de savoir comment ça a évolué en 2021. Et je serais ravie d'avoir une discussion pendant la période des questions là-dessus. Donc voilà, en termes d'emploi, là, l'impact est un peu différent. Il y a eu moins d'influence finalement en général. On voit la barre en jaune qui est plus importante. Donc moins d'impact en général, mais aussi moins d'impact positif, puisqu'on voit que sur l'emploi, il y a assez peu, une proportion assez faible des différents fournisseurs qui ont vu un impact positif. Alors que par contre, on a eu des impacts négatifs et très négatifs qui ont été enregistrés, notamment par les jardineries, les fournisseurs de services, les producteurs de végétaux, tous les segments, mais voilà, ceux-là en particulier. Et on reviendra sur les défis un petit peu plus tard. Je vais vous parler, pour continuer dans l'aspect économique, je vais vous parler de l'impact direct et indirect sur le revenu. Alors, il faut savoir que l'activité des fournisseurs de l'agriculture urbaine engendre une activité supplémentaire. Les fournisseurs de fournisseurs sont impactés. Et donc, c'est ici qu'on a voulu évaluer un petit peu cet impact indirect de l'activité des fournisseurs. Donc, la première colonne, vous voyez, c'est la même donnée que je vous ai déjà mentionnée. C'est le revenu direct lié à l'agriculture urbaine pour notre échantillon de 140 fournisseurs.
À côté, on voit l'effet indirect, donc qui a été calculé grâce au code CIAN des différentes catégories de fournisseurs. Et puis, si on extrapole la population totale de notre échantillon, qui est de 1413 fournisseurs, on a les données extrapolées qui sont ici. Donc, le revenu direct global en millions pour l'ensemble des fournisseurs, c'est 377 millions. Et des effets indirects qui sont conséquents et qui sont de plusieurs millions pour chacune des catégories. Il faut savoir qu'on ne peut pas les additionner parce que notre étude a été tellement diverse sur les différentes catégories de fournisseurs que dans ces catégories, il y a des fournisseurs de fournisseurs. Donc, on ne pouvait pas compter deux fois. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire un total de l'effet indirect de l'activité. Ensuite, sur l'emploi direct et indirect, donc ici, c'est l'emploi lié à l'agriculture urbaine. Si on extrapole donc, à la population totale, on a près de 5500 emplois directs. Et on voit que les emplois indirects sont aussi très conséquents. Et ça peut être le triple pour les producteurs de végétaux, par exemple, le double pour les fournisseurs de matériaux, d'équipements et d'intrants agricoles. Donc, ce n'est pas négligeable le nombre d'emplois qui sont générés juste par l'activité, finalement, de l'agriculture urbaine. Alors, les perspectives. Alors, ça, c'est toujours un sujet complexe, hein, parce qu'on se base sur l'estimation des participants à cette étude. Alors, on leur a demandé, dans les 5 prochaines années, comment ils voient l'évolution du secteur et quelle évolution du chiffre d'affaires ils ont l'intention de faire associé à l'agriculture urbaine. Alors, on a fait différents scénarios, un scénario qui est plus conservateur, le scénario 2, et puis un scénario 1 qui se base plus sur ce que les participants nous ont dit. Et je vous ai remis la première partie du tableau, ce sont les données que j'ai déjà présentées. Donc, je vous laisse regarder un petit peu. Je vais retrouver quelques notes que j'avais fait pour ça. Voilà, je voulais vous parler des deux scénarios. Donc, le scénario 1 est basé sur les taux de croissance qui ont été donnés par les répondants, alors que le scénario 2 tient compte des taux de croissance moyens des ventes qui ont été constatées entre 2019 et 2021 par Statistique Canada, pour les différents sous-secteurs selon les classifications SIAN, et sur le secteur horticole en entier, c'est-à-dire aussi en fait le secteur horticole non comestible, qui entre 2019 et 2021 était autour de, selon les catégories, entre moins 2% et plus 5%. Donc ce deuxième scénario est un petit peu plus conservateur. Ce qu'on voit en fait, c'est que le revenu donc à l'horizon 2025 pour l'agriculture urbaine, pour les fournisseurs de l'agriculture urbaine, ça se situerait pour le scénario 1 à 730 millions et pour le scénario 2 à 550 millions. Puis vous aurez le temps de regarder les chiffres dans le rapport complet si vous le désirez. Pour l'emploi, c'est également en croissance. Il y a aussi donc une intention d'augmenter l'emploi. Et donc, selon le scénario 1, on passerait de 5506 emplois à 8692. Et puis, pour le scénario 2, on passerait de 5500 à 6600 à peu près pour le nombre d'emplois directs. Et ensuite, pour les emplois directs, ils s'ajoutent pour chacune de ces catégories. Alors, on va parler un petit peu plus de l'aspect qualitatif de cette étude, dans le sens où on a beaucoup discuté avec les différents participants sur ce qu'ils voyaient être les contraintes et les défis les plus importants pour le développement de leur activité liée à l'agriculture urbaine.
Donc, je vous ai mis en fait par ordre d'importance, donc le plus cité au moins cité, les différents défis qui ont été constatés. Alors, le premier défi constaté, c'est la main-d'œuvre, et notamment la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, qui devient donc de plus en plus difficile de recruter et d'assurer finalement la relève de ceux qui partent à la retraite. Donc, il y a certains fournisseurs qui disent même assurer eux-mêmes la formation là, pour pallier à cette contrainte. Des questions d'information et de publicité, donc ça c'est une chose qui revenait dans le sens où l'agriculture urbaine est en tout cas dans ces termes, agriculture urbaine et dans ces segments est encore à mieux comprendre. Et il y a un désir en fait des fournisseurs d'être mieux informés, de mieux connaître le secteur pour mieux informer leur clientèle elle-même. Donc c'est ça qui est ressorti. En termes de réglementation, alors ce qui est intéressant avec ces contraintes et ces défis, c'est qu'ils touchent à la fois les fournisseurs eux-mêmes, mais ils touchent aussi l'agriculture urbaine indirectement, puisque le développement de l'agriculture urbaine impactera bien entendu le développement des fournisseurs. Et la réglementation est un point clé qui a été mentionné par beaucoup et qui est notamment un frein à l'agriculture urbaine, pas aux fournisseurs. Ce sont les lourdeurs administratives qui entravent le processus de démarrage d'entreprise, les exigences d'ordre réglementaire que posent certaines municipalités quant à la pratique de l'agriculture urbaine, donc en milieu urbain. Et beaucoup de municipalités en sont conscientes et travaillent là-dessus, notamment avec les plans d'agriculture urbaine qui sont en train de se développer ou qui ont été développés dans les dernières années. L'approvisionnement et la livraison, ça c'est sûr que c'est lié en particulier à la perturbation de la pandémie. Donc il y a la disponibilité des produits et le retard de livraison qui génère des contraintes pour la vente, bien entendu. Et puis également des espaces de stockage qui manquent pour pallier à ces difficultés d'approvisionnement. Donc, il y a certains secteurs en particulier qui ont parlé de ça de manière plus importante. Ce sont les fournisseurs de végétaux comestibles, les semenciers, les produits comme les matières inertes, les produits phytosanitaires pour la culture biologique. C'était ces produits-là en particulier. Des investissements lourds et manque de financement, ça c'est pour certains fournisseurs, notamment qui sont dans des secteurs plus innovants. On pense aux fournisseurs de l'agriculture en environnement contrôlé qui se trouvent souvent en milieu urbain. Et notamment, il y a une période de démarrage qui est concernée par ces difficultés d'accès à l'investissement. Au manque d'espace, je crois que j'ai manqué celui-ci, ça c'est intéressant, c'est une contrainte qui est à la fois une contrainte de l'agriculture urbaine elle-même et une contrainte de certains fournisseurs, notamment ceux qui cultivent des végétaux. Donc l'accès à des espaces est quelque chose qui peut limiter le développement. Et donc ça, c'est pour les producteurs végétaux et les semenciers en particulier. Alors que pour l'agriculture urbaine elle-même, c'est l'accès aux espaces pour produire qui est une contrainte. Bien entendu, la concurrence, les prix de la concurrence, le prix de l'importation, la concurrence des grandes surfaces, tout ça a été mentionné, ainsi que le prix des matières premières. Et finalement, le soutien du gouvernement inadapté, qui était quand même peu mentionné. Là, c'était juste quelques entreprises, mais mérite quand même d'être souligné. Et notamment le besoin en fait, d'être mieux soutenu pour faire face à la concurrence des grandes surfaces et la concurrence étrangère. Je vous ai mis ici quelques exemples de nouveaux produits
services qui ont été déclarés comme étant en développement, pour comprendre un petit peu en quoi l'agriculture urbaine, en fait, apporte un certain dynamisme au secteur de ces fournisseurs qui veut combler certains besoins, développer des nouvelles choses, surtout dans l'aspect biologique, donc des engrais naturels, ce genre de choses, des produits éco-responsables. On a aussi la végétalisation comestible pour des projets immobiliers, des nouvelles gammes de semences, des nouveaux produits de développement, des nouveaux produits qui viennent d'ailleurs, qui viennent soutenir en fait l'offre au Québec, le contrôle de l'environnement. Je vous laisserai regarder ça, c'est aussi dans le rapport, mais c'est intéressant de voir toutes les idées qui ressortent de ce développement de l'agriculture urbaine. Et donc, en conclusion, je voudrais souligner, bien entendu, le fait que les prédictions, qui sont très positives et assez importantes, elles restent tributaires de la levée de certaines contraintes qui sont soulevées par les différents fournisseurs. Réussir à attirer la main-d'œuvre qualifiée dans le secteur est un enjeu. La capacité des fournisseurs à régler les difficultés d'approvisionnement est un enjeu. La capacité à développer des produits et services qui répondent à la demande, et aussi l'accès aux espaces, donc que ce soit pour les fournisseurs et pour l'agriculture urbaine elle-même. Et puis, une note sur l'étude en général. C'est vrai qu'ici, on a parlé de 2 marqueurs économiques, l'impact sur le revenu et sur l'emploi. Nous, ce qui nous intéresse aussi au laboratoire sur l'agriculture urbaine, c'est notamment pour mieux comprendre en fait, l'impact de l'agriculture urbaine sur notre société, c'est de comprendre les marqueurs économiques d'ordre social et environnemental. On en connaît beaucoup, il y a beaucoup d'études là-dessus, sur la santé, le bien-être, la cohésion, l'insertion sociale, la valorisation des ressources, la lutte aux îlots de chaleur, etc. L'économie collaborative, toutes ces choses-là qui apportent énormément à notre société et qui méritent d'être documentées et intégrées dans des analyses économiques. Donc, c'est un objectif que l'on a pour le futur. Et puis, voilà, finalement, un grand merci à tous les participants. Donc, il y en avait 155 au final. Notre économiste Jemina Kasmi, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui s'est occupée de toute la collecte des données, l'analyse, la rédaction, notre comité consultatif, et puis, bien entendu, notre bailleur de fonds, Canada et Québec, à travers le partenariat canadien pour l'agriculture. Voilà, et puis je vous laisse mes coordonnées si vous avez besoin de me contacter. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, merci Adeline. Est-ce qu'il y a des questions pour Adeline à ce moment-ci? Si vous avez des questions, vous pouvez soit ouvrir votre micro et la poser directement ou encore l'indiquer dans l'outil Converser. Et dans l'outil Converser également, je vous ai mis le lien qui mène directement au rapport complet. Donc, vous pourrez aller le consulter au besoin. Donc, il n'y a pas de questions pour le moment. Est-ce que j'ai réussi à enlever la présentation? Là, vous ne voyez plus. Hein? Non, on la voit encore. Ah, vous la voyez encore? Je n'arrive pas à trouver où est-ce qu'on... Pardon. J'ai un point à apporter suite aux nouvelles d'un matin, Oui. pour ceux que ça va les intéresser. C'est que maintenant, la Ville de Montréal est en train de regarder pour éliminer le plus de ruelles possible. Donc, ça va être un beau créneau d'affaires de vouloir développer ou de mettre un projet pour ceux qui sont sur l'île de Montréal avec la Ville pour faire justement des jardins urbains dans des secteurs. Donc, ça serait à penser pour ceux qui sont sur l'île de Montréal à développer. Très bien, merci beaucoup. Votre commentaire. Autre commentaire, question?
Je pense que Adeline, tu as été très claire parce que les gens ne semblent pas avoir de questions. Mais on m'indique que c'est un excellent scoop pour Montréal. Donc, merci. Parfait. Donc, écoutez, je vous invite à aller regarder le rapport complet. Puis, donc, il y a des commentaires positifs. Là, on dit bravo pour l'étude. Puis, certainement que ça sera une collaboration à renouveler entre AULAB et Québec vert pour faire d'autres études qui vont nous permettre de voir des développements futurs pour l'agriculture urbaine pour notre secteur. Donc, un segment qui est très important pour le secteur horticole. Donc, voilà. Oui, Donc, puis on espère une étude plus poussée la prochaine fois. Ce sera vraiment formidable de pouvoir comparer les données d'année à l'autre. Oui, tout à fait. Est-ce que vous aviez une question, Madame Michaud-Tapin? En fait, bonjour à tous. Oui. Moi, je travaille pour Agro-Envirolab, laboratoire d'analyse. Je me disais, là, dans l'agriculture urbaine, il y a probablement l'utilisation de tout ce qui est MRF, des matières résiduelles fertilisantes ou de matériel connexe. Là. Donc, en fait, nous c'est quelque chose qu'on peut faire, en fait, des analyses de ce genre-là, pour que ça soit environnementalement acceptable. Là. Fait qu'il y a même au niveau soit des jardins, des jardins je m'excuse, je suis un peu grippée. Les jardins de gens, en fait, ils ont ça, du communautaire ou quelqu'un qui a ça derrière sa maison. En fait, nous, on peut être là pour faire des analyses pour être sûr d'avoir vraiment les bonnes doses de fertilisants apportés. Puis tout ce qui est biologique, on le sait que c'est de plus en plus intéressant là, au niveau de l'agriculture urbaine. Fait que, on peut vous aider aussi à ce niveau-là là, s'il y a des analyses à faire. Ah, mais c'est très intéressant, oui. Agro-Envirolab. Oui, exactement. Merci. Donc, ici, on dit bravo pour l'étude. Les gens soulèvent qu'il serait intéressant d'avoir un bottin pour les fournisseurs en agriculture urbaine. Oui, je pense que c'est un souhait là, de s'en aller vers là. Après ça, on demande l'élimination des ruelles, est-ce par le biais de l'implantation de ruelles vertes? Donc, c'est une précision sur l'annonce. Non, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont remarqué sur l'île de Montréal que certaines zones urbaines, la ruelle devient un contournement de route. OK. Et il y a beaucoup de place sur Montréal que les ruelles, s'il n'y a pas de commerce, pas rien, de la part de ceux qui ont le droit de stationner là, parce qu'il n'y a pas de place en avant. Donc, Rosemont va être la première à attaquer ça. Donc, je pense que c'est intéressant de faire un projet pour ceux qui sont sur l'île de Montréal, de le présenter à la mairie de Rosemont et de travailler en communauté avec la ville de Rosemont parce qu'ils vont passer un décret là-dessus. Donc, à un moment donné, la plupart, dans Hochelaga, ces places-là, la plupart des ruelles ne seront plus utilisées. OK. Puis ça va devenir vraiment des... Puis il parlait de vouloir avoir de la verdure. Faut conseiller les gens pour aller vers le vert. Donc, ça serait quelque chose à faire, offrir une formation, offrir quelque chose. À ce moment-là, même s'il y a un coût, pas de coût relié, ça va dépendre des compagnies, comment ce qu'ils sont. Mais la ville de Rosemont va être parmi la première. Donc, ça serait d'attaquer ça le plus vite possible pour ceux qui sont sur l'île. Moi, je ne suis pas sur l'île, donc ça ne me touche pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a des projets à faire. Donc, ceux qui font des dessins, ces choses-là, peuvent offrir leurs services à la communauté. Mm-hmm. Puis l'autre chose qu'on pourrait demander aussi à Québec vert, vu qu'il y en a qui parlent d'avoir une liste de fournisseurs, on pourrait peut-être sortir un Québec vert sur les forums de jardins communautaires ou les jardins de ville et mettre des fournisseurs là-dedans. Donc, ce pamphlet-là ou ce petit booklet qui donnerait serait en partie payé par les gens qui vont annoncer là. Et ça serait une fois par année ou une fois par 2 ans ou 3 ans, un bon référence pour tout le monde. Mm-hmm. Mm-hmm. On est membre d'une association, on a des services gratuits, tout ça, mais ceux qui ont des compagnies, c'est le temps là
de dire, de créer quelque chose et de se mettre en valeur là-dessus. Mhm. Parfait. Ben, c'est très intéressant. Je prends ça en note, tout à fait. Puis, donc, les autres commentaires sont tous des commentaires. Est-ce que le lien du document sera envoyé par courriel? Oui, on pourra vous envoyer sans souci le lien vers le rapport complet par courriel. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, la présentation aujourd'hui a été enregistrée, là, donc si quelqu'un veut la revoir, vous pouvez nous écrire, puis il va nous faire plaisir de vous la partager. Voilà. Donc, d'autres questions, commentaires, tout le monde? Donc, c'est des gens qui sont en accord avec vous, M. Alain. Et d'ailleurs, dans Rosemont et dans d'autres arrondissements là, de Montréal, il y a les ruelles vertes. Il y a des projets de verdissement des ruelles. Donc, je pense que ça sera vraiment intéressant de voir en quoi ça va aider au développement de ça. De plus en plus, hein, puis Rosemont est un arrondissement très proactif dans ce dossier-là. Donc, tout à fait. Voilà. Donc, écoutez, il nous reste à dire merci, Adeline, pour cette belle présentation. Et puis, bon appétit à tout le monde, bon dîner. Puis, merci d'avoir été présent. Et puis, à la prochaine. Merci, ça m'a fait plaisir. À la prochaine.